Bonjour Marjolaine, bonjour Thibaut. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je suis ravie de vous retrouver et de vous voir parce que lorsqu'on a fait des tests l'autre jour, je ne vous voyais pas, mais là, ça y est, c'est tout bon, ça fonctionne. Donc, Marjolaine et Thibaut, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce soir. Donc autour de ce live qui s'appelle Quand la musique permet de sensibiliser au deuil périnatal. Effectivement, vous avez vécu 2 arrêts naturels de grossesse à quelques mois d'intervalle. Le premier a eu lieu en septembre 2021 et le deuxième en avril 2022, donc c'est encore très récent. Donc, enfin, vraiment, nous vous remercions de tout cœur d'avoir accepté de témoigner de votre vécu. Est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots à quel moment vous avez appris ces arrêts naturels de grossesse, à quel terme la grossesse s'est arrêtée et enfin, allez-y. Alors la première fois, on a fait une première échographie de datation à 8 semaines qui s'était très bien passée. Donc on avait vu et entendu le cœur du futur bébé. Et puis 4 semaines plus tard, on a fait l'échographie des 12 semaines, donc celle qu'on appelle la T1, Oui. chez un échographiste, donc qui n'était pas notre gynécologue qui nous suivait. Et là, on a appris que la grossesse s'était arrêtée, en fait, quelques jours après. Quelques jours après la première échographie, et qu'en fait, ça faisait plus de 3 semaines que il y avait plus de battements de cœur et que la croissance de l'embryon s'était arrêtée. D'accord, d'accord. Et donc, enfin, vous avez dû être hospitalisé, enfin, Oui, tu as. alors du coup, j'ai subi un curetage par évacuation D'accord. dès le lendemain. L'hospitalisation a été tout de suite. On est sorti du cabinet qu'on allait au CHU. Et C'est puis ça. et après, ça a été très vite en fait. Ouais. Ouais. Les choses se sont enchaînées très rapidement dans ce cas-là. Ouais. Oui, Et, et, on est vite pris en charge. ouais. Et quels ont été vos sentiments à tous les deux à ce moment-là? Ce qui était difficile, c'est qu'en fait, on avait fait la première. Alors, c'était la première fois que Marjolaine était enceinte, depuis qu'on est ensemble. Et la première écho s'étant très bien passée, on n'avait pas forcément ça en tête. Et Bien d'autant sûr. plus qu'on l'a appris à l'écho, où l'échographe était très gentil d'ailleurs. Il commence à faire la projection de toute la grossesse, de comment ça va se passer. Et puis, c'est après qu'on a eu l'écho et que ça nous a fait un coup de marteau, puisqu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Mhm. Et surtout qu'après, ça a été vraiment l'ascenseur émotionnel, parce qu'une heure et demie après, on était au CHU. Après, il a fallu, en plus, c'était en plein Covid, donc qu'elle fasse tous les tests, le test antigénique pour faire les prises de sang, tout ce qu'il fallait. Et encore, elle a été prise en charge très vite, parce que finalement, c'est le lendemain matin que tu as fait le curetage, je crois. Oui, dès le lendemain matin, j'étais hospitalisée Mhm. en ambulatoire. Ouais, donc ce qui veut dire qu'en 2 jours, on est passé d'un projet de grossesse avéré à il n'y a plus de grossesse. Ouais. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et surtout, on n'a rien vu venir, on n'a pas Ouais. eu Il y a pas de de signe signes avant-coureurs. précurseurs. Voilà, on n'en savait rien et ça faisait déjà 3 semaines que finalement la grossesse s'était arrêtée. Mhm. Et en fait, ce sentiment de n'avoir rien su, rien compris et ouais, un vrai choc, un coup de massue Bien. comme disait Thibaut. Et vous avez pu en parler autour de vous? Oui, très vite en fait, nos familles ont été au courant. Donc évidemment, on a été entourés de tout leur soutien. Alors ils sont pas, enfin ma famille à moi n'est pas sur place, donc ça a été du soutien à distance. Mais la famille de Thibaut aussi. Et Pas par mal contre, d'amis aussi, ouais. voilà, donc on a été entourés effectivement de toute l'affection de nos proches. Certains Mhm. étaient au courant de la grossesse, d'autres pas. Donc c'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'en fait, souvent on n'annonce pas la grossesse avant cette première échographie. Oui. Et puis finalement, là, on annonce que à la fois on était enceinte et que on n'est plus enceinte et qu'on attendait un bébé, qu'on n'attend plus. Et ça, c'est difficile parce que finalement, c'est comme si ça n'avait pas existé pour certains. Et pourtant, pour nous, ça a été une réalité pendant 3 mois, quoi. Oui, c'est ça. Vous vous D'autant êtes projeté, vous avez.
D'autant plus que donc ça commençait, enfin on avait eu la grossesse entre guillemets par stimulation simple. Ça faisait un petit pas non plus des années, mais ça C'était une grossesse qui était attendue. Voilà, Ouais. ça faisait un moment qu'on essayait de concevoir. Et puis on a fait des examens, il n'y avait rien de particulier. On en a refait d'autres par la suite, il n'y avait rien de biologiquement non plus repérable. C'est juste que ça avait statistiquement pas encore été dans le bon sens entre guillemets jusque-là. Donc, et c'est vrai que jusque-là, c'est ce que je disais auparavant, c'est que j'avais peur de ne jamais tomber enceinte, mais une fois que j'ai su que j'étais enceinte, je ne me disais pas que ça pouvait ne pas aboutir à une naissance. C'est ça qui a été difficile, c'est que, d'accord, on a franchi cette première difficulté, on a réussi à concevoir un bébé, mais en fait, eh ben, il n'y aura pas de bébé. Donc, c'est ça qui a été aussi difficile, c'est cette réalité-là qu'on connaissait parce qu'autour de nous, il y en a eu, mais auquel on n'avait pas pensé, dans laquelle on ne s'était pas du tout projeté. Parce que on ne pense pas à ça en premier, évidemment. Et donc, quelques mois plus tard, vous retombez enceinte. Enfin, tu retombes enceinte. Ouais. Je me sens inclus dans l'histoire. Et puis de nouveau, un arrêt naturel de grossesse. Oui. Et ça, c'était en avril dernier. Ouais. Et est-ce que bon, j'imagine que le coup de massue a été de nouveau assez énorme. Est-ce que vous avez reçu du soutien, encore une fois, là, de la part de vos proches, de vos collègues? Parce que je crois, Marjolaine, que tu t'es arrêtée de travailler à ce moment-là. Oui, bah en fait, j'avais déjà arrêté de travailler assez court temps en septembre. Oui. J'avais repris au bout de 15 jours, mais bon, voilà, après, j'avais repris le travail de manière plus permanente. Après, quand il y a eu ce deuxième arrêt de grossesse en avril, on était déjà fin avril, l'année scolaire était bien avancée. Bah, évidemment, les suites de la première fausse couche avaient été difficiles en termes de gestion. Sur Parce que le tu es quotidien. institutrice. Oui, je suis professeure des écoles, donc c'est vrai que il faut de l'énergie au quotidien pour faire ce métier. Et en fait, bon, déjà, voilà, effectivement, c'était pas facile pour moi au quotidien de faire la classe, de m'investir autant que d'habitude. Alors, c'est un métier où parfois on se perd un peu, donc justement, j'essayais de me mettre un petit peu à fond dans le travail, mais justement, à un moment, ça m'a rattrapé au mois de mars. Et puis, j'ai dû m'arrêter à nouveau une quinzaine de jours. Et puis ensuite, je suis retombée enceinte. Et quand là, j'ai eu la nouvelle de l'arrêt de grossesse, là, c'était un petit peu le coup fatal, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas y retourner. J'y arriverai pas, là. J'avais le sentiment d'avoir déjà donné tout ce que je pouvais de moi-même, là, depuis septembre. Et je me disais, c'est pas possible, il y a quelque chose de maudit avec cette année scolaire. Donc, non, là, j'étais pas en mesure de me projeter sur cette fin d'année scolaire. Et en fait, et ça, ça a été compris par tes collègues, par la... Oui, en fait, c'est ma directrice qui m'a, je crois, donné le petit coup de pouce qui m'a permis de me décider. Elle m'a dit, écoute, voilà, moi j'appelle l'inspection, je leur demande s'ils peuvent tout faire pour mettre un remplaçant, une remplaçante jusqu'à la fin de l'année, mais je ne veux pas que tu reviennes juste parce qu'il n'y aurait pas de remplaçant. Je veux que tu te sentes complètement libre de t'arrêter et de prendre ce temps qui est plus que nécessaire. Et ça a été salvateur pour moi parce que s'il n'y avait pas eu ces mots-là, s'il n'y avait pas eu cette compréhension, j'aurais probablement repris le travail bien plus vite. Mais en même temps, je sais aussi que j'aurais pas eu ce temps qui était vraiment nécessaire pour moi de faire le deuil et de prendre le temps de me relever en fait de ces deux événements. Donc finalement, tu as pu différer ton retour au travail et donc anticiper un petit peu justement les difficultés auxquelles tu aurais pu faire face
Et tu as repris depuis? Oui, bah, j'ai repris en septembre, hein, puisque finalement Voilà. l'année scolaire s'est terminée sans moi, même Ouais. si j'ai suivi à distance, parce qu'en fait, faut savoir que dans notre métier, une année scolaire se termine et une autre se prépare déjà dès début mai, hein, donc on se projette sur l'année scolaire suivante. Ouais. Donc j'ai participé à distance, on va dire, c'était ma manière aussi de garder un petit peu un pied dedans. Ce que mon médecin m'encourageait à faire quand même, parce que elle n'était pas forcément la plus la plus d'accord, on va dire, Hmm. pour que cet arrêt se prolonge. Elle n'a pas forcément tenu à mettre un arrêt tout de suite jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais les rendez-vous semblaient être vécus un peu difficilement par Marjolaine, parce qu'elle avait un peu le sentiment de ne pas être comprise en fait. Et du coup, j'avais pris le parti, moi, de l'accompagner après à chaque fois au rendez-vous chez le médecin. Et juste pour être là et pour dire, en fait, non, non, elle n'est pas en train de déprimer à la maison, mais par contre, elle a besoin d'être à la maison. Donc, alors après, elle a été tout à fait compréhensive aussi, puisque elle, son point de vue, c'était, je veux pas vous mettre 2 mois d'arrêt si finalement, dans un mois, vous tournez en rond à la maison, que vous avez besoin de renouer avec l'univers professionnel. Mhm. Et je trouvais ça tout à fait probant. Du coup, elle a renouvelé l'arrêt en plusieurs fois. D'accord. Peut-être un petit peu trop. Elle a été peut-être un peu trop précautionneuse, mais par contre, ça a été possible et entendu sans problème, Ouais. quoi. Ouais. Et Après, toi, pardon. c'est aussi, enfin non, mais ils sont obligés de faire ça. Je crois que c'est ce qu'on leur demande, hein, de faire des arrêts un peu courts. Alors c'est vrai que nous, avec le fonctionnement de l'inspection académique, c'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que quand les arrêts sont jusqu'à telle date, et ben, ils mettent le remplaçant jusqu'à telle date. Ouais. Donc bon, j'ai essayé d'anticiper, d'aller voir le médecin un peu avant et voilà, de lui dire, Mhm. bah non, moi je ne me vois pas retourner au travail. Et effectivement, je pense que le fait de voir Thibaut appuyer mes propos en disant bah on n'est pas tout à fait dans une situation ordinaire, c'est pas un petit coup de déprime, là c'est un vrai besoin de couper. En plus, bon, ça fait 15 ans que je suis enseignante et j'ai jamais eu de long arrêt de travail Ouais. auparavant. Donc voilà, on n'était pas dans une situation chronique. Voilà, on est vraiment dans une situation exceptionnelle et ça, j'avais besoin aussi de m'enlever cette culpabilité, de me dire, bah non, en fait, je profite pas euh, du système, mais j'ai vraiment besoin de ce temps. Ouais. Et toi, Thibaut, dans ce temps, comment tu as vécu ces arrêts naturels de grossesse? Est-ce que comment tu as trouvé ta place, enfin, trouvé ta place? Bah, ce qui était le plus difficile, je pense, en tant que compagnon, c'est que, en fait, c'est pas moi qui ai physiquement vécu la grossesse Oui. et cette espèce d'impression. Alors, c'est un peu cru de dire ça, mais de porter la mort, en fait, à un moment, tu vois, Mhm. waouh, c'est-à-dire qu'on me dit, bon, bah, la grossesse est finie, ok, maintenant, bah, votre compagne, elle va passer à l'hôpital, on va lui retirer ce qui reste. C'est quand on me dit ça, alors que 2 heures avant, ou même, bon, en l'occurrence, la deuxième fois, on s'y attendait pas non plus, c'est un peu dur. Du coup, bah, j'ai juste essayé d'être le plus là possible. Évidemment, moi, je suis indépendant, je donne des cours de musique dans une école indépendante privée à Angers et j'ai beaucoup de marge de manœuvre. Du coup, Oui. j'en ai bien profité. Là, j'ai posé les jours qu'il fallait. Alors, après, c'est aussi l'écueil de ce statut, c'est que je pouvais pas non plus m'absenter trop longtemps parce que, à son compte, financièrement, c'était aussi une donnée à prendre en considération. Mais moi, tous mes collègues, c'est quasiment des amis, donc il n'y a eu aucun problème. Les élèves ont Mhm. été très compréhensifs aussi. Et j'ai essayé surtout d'être là pour Marjolaine, de gérer l'intendance de la maison. Peut-être en essayant de la délester un petit peu plus que d'habitude. Et alors après, la première, moi, je pense que j'ai plus accusé le coup violemment la première fois. Oui. La deuxième fois, on en avait parlé d'ailleurs, c'est pas qu'on l'a pas senti passer, entre guillemets, au contraire, c'était plus 2 fois à la suite, en plus en peu de temps quand même. Mais par contre, la deuxième fois, comme on était déjà Oui. passé par ces étapes-là, on avait moins le côté, je pense, peur de l'inconnu là-dessus. En plus, on a creusé un petit peu avec d'autres 3 examens qui, comme je disais tout à l'heure, n'ont rien révélé. Donc ça, c'était très cool. Mais par contre, la deuxième fois, c'était plus un côté un peu, ouais, voilà, exactement ça, un peu blasé de, en Moins si peu de ta temps. grossesse, en attendant peut-être la première échographie. Enfin, je sais pas. Est-ce Oui, que alors
bien sûr qu'il y a eu énormément plus de stress et d'appréhension, effectivement, sur cette première échographie. Et d'ailleurs, on l'a donc appris à la toute première échographie de datation, donc à 8 semaines. Donc, on l'a appris plus tôt que la première fois. Oui. Et ça a quand même eu quelque part un côté un petit peu moins violent parce qu'il y a eu moins de temps de projection. Et de toute façon, on s'était protégé de cette projection pour cette deuxième fois. Oui. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, comme la première fois, eu le temps de prendre les rendez-vous pour toutes les échographies de la grossesse. On n'avait pas eu le temps de m'inscrire à la maternité. On n'avait pas eu le temps de noter quand est-ce que le congé maternité aurait lieu, etc. Je m'étais un petit peu interdit de penser à tout ça, de noter tout ça. Et finalement, ça m'a permis aussi plus vite de lâcher sur ce calendrier, ce qui, la première fois, a été vraiment très, très présent. Chaque date venait me rappeler, ah bah oui, non, ça, ce rendez-vous, il n'aura pas lieu. Non, bah, à cette date-là, je ne serai pas en congé maternité. À cette date-là, je n'aurai pas mon bébé avec moi, etc. Voilà. Il y avait toutes ces choses-là que la deuxième fois, on s'est un peu protégé de prévoir, quoi. Oui. Et c'est vrai que du coup, bah, le fait de savoir par quelle étape passer, c'est-à-dire, enfin, j'avais un peu ce sentiment de bon, bah, on y retourne, quoi. Donc, je vais, je vais aux urgences. Même, je crois que cette fois-ci, j'ai dit à Thibaut, bah non, retourne en cours, va voir tes élèves, n'annule pas tes cours, parce qu'il en était un certain nombre de cours à rattraper à cause du Covid aussi, et que bon, voilà, ça devenait un petit peu ingérable. Je lui ai dit, j'y vais toute seule, je sais quoi faire. Entre guillemets, je connais la chanson. Ce qui est un peu terrible, hein, parce qu'on n'a pas envie de connaître cette chanson. Mais, Mais bon, voilà, il y avait ce côté un peu moins inconnu. Et puis aussi, comme l'a dit Thibaut, à partir de cette ce deuxième arrêt de grossesse, il y a eu aussi une prise de conscience. Bon, maintenant, on va faire quelque chose. C'est pas normal que 2 fois de suite, il se passe ça. Alors, c'est là aussi où c'est un petit peu contradictoire parce qu'à l'hôpital, les médecins disaient oui, mais non, tant que c'est pas arrivé 3 fois de suite à un couple, on considère qu'il n'y a absolument rien d'anormal. On va pas engager des recherches, des investigations, des diagnostics. Sauf que notre gynécologue, tout de suite après cette échographie, elle nous a dit, moi je vous revois très vite, on en parle, on cherche s'il y a des raisons biologiques à ces arrêts de grossesse, on va chercher plus loin, on va chercher dans les karyotypes, voilà, on ne vous laisse pas avec ces interrogations. On n'attend pas les 3 événements difficiles. Voilà. Et là-dessus, je pense que voilà, ça dépend aussi des praticiens. Je pense que certains voilà, commencent aussi à faire évoluer les choses en ne banalisant pas et en n'étant pas juste sur des chiffres, en fait. Donc, vous avez eu le sentiment d'être finalement assez bien accompagné par le corps médical? Bah, pour le coup, moi, je trouve de l'extérieur, même la première fois, on a vraiment été quasiment, voire même qu'avec des gens qui étaient vraiment déjà à l'écoute, qui faisaient preuve de compassion aussi, qui étaient vraiment dans la douceur malgré les choses. La deuxième fois, c'est notre gynécologue du coup qui a annoncé l'arrêt de grossesse à la première écho de datation, mais elle était vraiment touchée par le truc, ça se voyait, elle a cherché plusieurs fois, elle a bien vérifié, et puis bah après voilà, après dans une situation comme ça, de toute façon l'événement est ce qu'il est, on peut pas changer ça, mais par contre je pense que là-dessus on a été chanceux d'avoir des gens, que ce soit au CHU ou dans le cabinet de gynécologie, qui ont vraiment été entre guillemets aux petits soins et qui ont donné vraiment les bonnes infos au bon moment. Elle a pu voir quelqu'un après coup, Marjolaine aussi, c'est aussi des contacts qu'elle avait eus par le CHU entre autres choses. Donc là-dessus, oui, c'était bien, ouais. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Bah, c'est vrai qu'au niveau de l'hôpital, moi, j'étais agréablement surprise parce que je pensais que quand on allait comme ça pour une intervention, surtout à la journée en ambulatoire, je pensais pas, enfin, voilà, je pensais pas qu'il y aurait un tel, effectivement, accueil chaleureux. Enfin, voilà. Les gens savent pourquoi on est là et savent très bien que c'est pas de gaieté de cœur. Et voilà, on m'a tout de suite parlé effectivement de psychologues que je pourrais voir plus tard si j'en ressentais le besoin. Les anesthésistes, les gens qui m'ont emmené au bloc, voilà, avaient à cœur d'essayer de me faire sourire, de me dire que c'était
voilà, une étape douloureuse, mais que c'était une étape et que voilà, il y aurait des jours meilleurs, etc. Enfin, il y avait des petites attentions assez touchantes et pas forcément des gens les plus haut placés, on va dire, c'était plutôt les aides-soignantes, les Oui, infirmiers, voilà. Donc ça, c'est vrai que on voit aussi bah, ce côté humain de l'hôpital. Et pour en avoir parlé avec des amis qui ont vécu ce genre d'événement, mais il y a plusieurs années, oui, visiblement, il y a eu un vrai travail de formation à l'hôpital quand même. oui, oui. Ça a bien Sur la évolué. question. Mm. Mm. Et donc, vous êtes musiciens tous les deux. Mm. Vous avez créé un duo folk intitulé When in Dublin. Mm. Toi, Thibaut, je crois que tu composes la musique et toi, Marjolaine, tu écris les chansons. Et donc, vous avez écrit justement une chanson qui s'appelle Angel Mama, que Oui. vous allez diffuser pour la première fois le 15 octobre sur vos réseaux. Vous avez déjà mis le teaser en ligne. J'ai tout à fait hâte d'entendre la suite. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire oui, l'histoire de cette chanson, comment et quand vous l'avez écrite? Est-ce que cette écriture a été douloureuse ou salutaire? Voilà, comment est-ce qu'elle s'inscrit est-ce que c'était un projet commun? Racontez-nous un Il peu y a cette. eu, il y a eu trois Alors, étapes. ouais, alors l'étape de l'écriture, c'était pas tellement un projet commun. Effectivement, c'était en septembre, de retour à la maison après l'intervention. Voilà, il y a eu des nuits un peu sans sommeil, des nuits un peu difficiles, où je revoyais des images tournées en boucle, hein, notamment cette image de l'écran chez l'échographiste. Hein. Ça a été un vrai traumatisme, cet écran noir et blanc où il se passe rien. Euh, donc en fait, voilà, à un moment, je me suis levée, je me suis dit, bon, j'arrive pas à dormir, là, il faut que j'écrive. Donc effectivement, le texte de la chanson, lui, il est sorti vraiment presque en écriture automatique, je dirais en une vingtaine de minutes. Et puis après, je l'ai posé là et puis je suis retournée me coucher. Donc voilà, au début, ça a été ça. Et puis après, voilà, le lendemain, j'ai dit à Thibaut, voilà, j'ai écrit quelque chose, j'aimerais bien qu'on essaye de le mettre en musique. Et Dans toi, un, c'est dans un second temps. dans un premier temps, en fait, elle a. Alors, je sais plus exactement dans quelle heure ça s'est passé, mais une collègue avec qui je travaille, avec qui elle prenait des cours de chant à l'époque, lui a dessiné, entre guillemets, une grille d'accords au piano, puisque l'objectif était aussi que Marjolaine se mette au piano tranquillement. Elle prenait des cours aussi de ça avec elle, en parallèle du chant. Et en fait, quand elle m'a présenté la chanson au niveau des accords, c'était assez rigolo parce que je trouvais ça, la collègue en question est un peu dans la comédie musicale, entre autres, et dans le théâtre. Et je trouvais ça trop théâtral, justement, pour ce qu'on avait vécu, nous, d'un point de vue personnel. Du coup, en fait, elle a complètement refait le truc. Elle avait bossé, pas pour rien, mais elle n'a pas joué, du coup, le truc qu'elle avait appris. Et on en a fait quelque chose de beaucoup plus proche de ce qu'on faisait avec One in Dublin avant ça, déjà, vraiment dans la folk, dans le côté harmonie de voix, beaucoup plus, je sais pas, plus cette espèce de couleur un petit peu nostalgique, mélancolique, mais quand même pleine d'espoir qu'on essaie d'avoir dans nos chansons. Mhm. Et du coup, ce morceau-là illustre bien, je pense, le mélange de tout ça, parce que le texte est quand même descriptif de ce qui s'est passé, donc il est fort. Et le fait que ça soit un peu adouci avec cette guitare, avec une petite rythmique, un peu de piano et les deux voix, ça donne une dimension émotionnelle forte, je pense, et plus juste de ce qu'on a vécu, quoi. Bah, c'est vrai que voilà, Thibaut aussi, je pense, tu ne me contrediras pas, je pense a peut-être un petit peu du mal à ce que d'autres personnes s'immiscent dans la composition de la musique. Et c'est vrai qu'au départ, il y avait un petit peu aussi ce côté, bah, c'est moi qui ai vécu ça, j'ai besoin à la fois de le coucher sur le papier et peut-être d'essayer de composer moi-même la musique. Mais finalement, bah, ma professeure de chant, ce qu'elle m'a proposé, ça venait pas de moi non plus. Et donc, je crois que le fait que Thibaut propose effectivement sa mélodie à la guitare avec un air, alors je dirais pas plus entraînant parce que c'est pas joyeux non plus, mais voilà, quelque chose qui dénote un petit peu avec le texte pour apporter bah, cette notion de oui, le thème est triste et difficile, mais en même temps, il y a aussi l'espoir bah, de l'avenir et puis toujours cette envie d'être parent. Et voilà, et je pense qu'on a réussi à avoir ces deux côtés-là dans la chanson Oui, en combinant mon écriture et sa musique. c'est Et de ça. toute façon, je crois que c'est comme ça que ça marche le mieux.
Et puis Un ce projet petit qui vous ressemble à côté, tout, quoi. Enfin, une chanson Voilà. qui vient de vous deux. c'est ça, avec ce petit côté philosophique de, bah, en fait, ce genre de choses, ça arrive vraiment très souvent. Et ça, c'est vrai que quand on l'avait appris au moment où on a vécu le premier arrêt de grossesse, on a été surpris que ce soit dans de telles proportions. Alors, ça reste des stats, hein, mais quand même, et même en parlant autour de nous, en fait, on a plein d'amis à qui c'est arrivé, mais qui finalement, bah, le gardent un peu pour eux, ou avec cette espèce de côté presque un peu tabou. Alors, c'est curieux, c'est pas tabou comme d'autres sujets, c'est vraiment particulier, je trouve. On n'en parle pas, peut-être parce qu'on le garde pour nous, peut-être parce qu'on nous fait sentir qu'en fait, c'est pas grave et que du coup, ça mériterait presque pas qu'on s'attarde dessus, mais sauf que, bah, on vit ces événements-là. Bien En sûr. plus, en tant que femme, les femmes qui subissent ça l'ont porté aussi, ce projet de bébé, donc physiquement, c'est encore un autre boulot par Mhm. rapport à nous en tant qu'hommes, je pense. Et du coup, voilà, la musique, ça a vraiment été le fil conducteur et commun pour mettre ça sur papier, le mettre en musique. En plus, comme là, il est enregistré et qu'il y a eu une vidéo, on a vraiment, plus le live ce soir, fait un package. Bah, la finalité, c'est ça, c'est cette semaine vers le 10-15 octobre, où on met tout ça on le pose vraiment quelque part, on le partage avec les gens et ça donne une espèce de point final ou au contraire, ça peut faire vivre un petit peu l'expérience, quoi, dans les oreilles des gens, quoi. Mhm. Donc justement, cette chanson, vous l'inscrivez dans une action de sensibilisation ou ça va être un clin d'œil pour honorer la mémoire de ces deux embryons? Comment est-ce que vous la Bah, voyez? je pense que c'est vraiment les deux parce que d'abord ça a été ce côté personnel, ce côté voilà exutoire hein, que tous les artistes ont quand ils parlent de leur vécu pour voilà composer, écrire. Je crois qu'il n'y a pas d'exception à la règle. On écrit sur ce qu'on a vécu et c'est vraiment une manière de voilà oui, un exutoire. J'ai pas Hum. d'autre mot là qui me vient. Et en même temps, il y avait ce côté un petit peu, pas mission, parce que ça paraît un petit peu pédant de le dire comme ça, mais se dire, bon, on va aussi peut-être utiliser ce moyen pour en parler autour de nous, pour, euh, pour dire, bah voilà, nous on a vécu ça, on sait que ça arrive à beaucoup de gens, on sait que beaucoup de gens se sont sentis obligés de le taire pour pas heurter, pour pas parce qu'effectivement on leur a dit que ça arrivait souvent, que c'était normal et que ça faisait partie de la vie, mais que c'est voilà c'est une vraie douleur qui reste et que c'est là et que même quand on a d'autres enfants après, ça fait partie de l'histoire de la famille, du couple, etc. Et que donc justement voilà, on avait peut-être aussi un petit peu cette mission de dire bon voilà, on a aussi le courage de dire on en parle, c'est différent de nos autres chansons parce que là on s'expose, on parle de vraiment Bah là, c'est très personnel. de nous C'est très toujours, on parle toujours personnellement. de nous, mais là, c'est vraiment un sujet particulier. Ouais. Mais oui, d'habitude, on ne partage pas autant de notre vie de tous les jours. C'est vrai qu'on a beau être un couple, ce qu'on donne à voir de nous sur les réseaux sociaux, c'est notre groupe de musique. C'est pas notre vie au quotidien. C'est Mhm. pas, voilà, d'ailleurs, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais là, effectivement, voilà, on voulait quand même poser un acte fort en sortant cette chanson ce jour-là et en effectivement partageant cette discussion avec toi ce soir sur ce thème. Mm. Bah, écoutez, vraiment un très très grand merci de votre témoignage. On a tous hâte d'entendre la chanson le 15 octobre. Pour un petit teasing, donc elle est déjà sur votre compte One in Dublin. Euh, donc voilà, tous ceux qui nous écoutent ce soir, n'hésitez pas à aller écouter ce petit teaser. Pour conclure, est-ce que enfin voilà, qu'avez-vous envie de dire à celles et ceux qui vivent un arrêt naturel de grossesse et à ceux qui les accompagnent? Bah, moi, alors, c'est rigolo que tu poses la question. Il y a une dame, quelqu'un là qui a mis un petit mot qui était touchant. Elle a dit que c'était cool d'en parler, de voir un homme en parler, en fait. Et moi, juste en tant que gars, je pourrais juste dire, en fait, à tous ceux qui ont vécu ça, mais en fait, c'est un sujet comme un autre. Il y a vraiment aucune pseudo-honte ou quelque chose à garder pour soi là-dessus. Au contraire, si ça fait du bien, bah, faut prendre son téléphone, appeler un ami, appeler de la famille, pas oser. Il y a pas de mal. Et puis c'est surtout que je pense que si on vit ça en tant que couple, c'est cool de vraiment essayer de se dire que en tant qu'homme et femme, on va pas du tout être pareil sur le même truc.
enfin sur les ressentir les choses de la même façon, et que ça peut être, nous en tout cas, ça nous a beaucoup aidé d'avoir vraiment du recul, de la compassion et de l'écoute vis-à-vis de l'un de l'autre. Pendant les derniers mois, je savais que des fois, quand elle était pas bien, qu'elle était triste, qu'elle dormait pas, bah, ça découlait. Alors des fois, je l'oubliais un peu parce que moi, j'avais repris le boulot, en fait, surtout sur la deuxième fois. Mais je me rappelais rapidement que, bah oui, c'était en fait il y a pas longtemps. On a eu très vite l'impression que c'était loin derrière nous, mais en fait, pas du tout. Même là, ça fait pas longtemps. Donc voilà, juste essayer d'être surtout dans un événement comme ça, plutôt que dans le déni ou dans le. Alors après, on est tous différents. Il y en a, j'imagine, le fait de le cacher un petit peu au fond de soi, c'est une façon pour eux d'aller de l'avant. Et moi, je pense que l'autre sens, c'est peut-être plus judicieux, c'est-à-dire plutôt de mettre les deux pieds dans le plat, de se dire, bah ouais, on est triste, oui, ça va peut-être durer quelques mois, mais d'une, c'est pas figé, de deux, ça fait partie de la vie. Et puis, si on essaie d'être un peu soudé au sein du couple, surtout sur des questions aussi douloureuses, bah c'est une bonne porte de sortie, enfin, je trouve. Mm. Et c'est vrai que pour rebondir sur la question des hommes, nous, quand on est allé rencontrer les bénévoles d'Agapa, elles nous ont dit gentiment qu'elles trouvaient que ben voilà, on était soudés en tant que couple et que c'était chouette de voir un homme accompagner sa compagne et de partager aussi ses émotions et de voilà qu'elle voyait pas ça tous les jours, que les femmes pouvaient souvent se sentir assez seules. Donc, mis à part le fait que je sais que je suis chanceuse, je pense que voilà, si ça peut permettre à d'autres hommes de ne pas avoir peur de se livrer, de vraiment voilà, dire que pour eux aussi c'est difficile et de se confier. D'ailleurs, je sais qu'Agapa fait des cafés rencontres dédiés aux hommes. Absolument. Donc ça, c'est très très chouette. Et pour ce qui est des gens qui traversent le même genre d'événement, ben, c'est vrai que je les encouragerais à se protéger de tous les discours un petit peu, alors, qui se veulent gentils et rassurants, mais aussi parfois maladroits. Et de se dire que voilà, l'expérience des autres dans ces cas-là ne sert pas à grand-chose, mais ça c'est vrai dans tous les deuils. Et qu'on a le droit voilà, de se sentir complètement à côté de ce qu'on nous dit. On a le droit de penser que ça passera jamais, que ça n'ira jamais bien, parce qu'à un instant T, ça peut être vrai, effectivement, et que bah, il faut du temps, il faut s'autoriser ce temps, et que bah, c'est aussi nécessaire pour guérir, et qu'après, bah, il faut faire confiance aussi à la vie pour la suite des événements, c'est sûr. Mais voilà, ne pas avoir peur de dire qu'on ne va pas bien, parce qu'effectivement, les gens oublient, voilà, ils pensent que c'est derrière nous très rapidement. Il y a des choses qui nous sont dites, bah, vous en aurez d'autres, vous avez le temps, Oui. ce n'est que partie remise, etc. Oui. Sauf que, bah, en fait, ça, dans un couple, dans l'histoire d'un couple, dans l'histoire d'une femme, ce sont des événements qui restent et qui font ensuite partie de soi. Et je pense que c'est important aussi de les honorer et de les chérir, même s'ils sont douloureux. Mhm. Bah, vraiment un très très grand merci Marjolaine et Thibaut. Et je vois que je suis pas la seule vraiment à vous remercier parce qu'il y a énormément de commentaires qui vont dans ce sens. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ce que vous avez partagé et qui vous remercient. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, Merci à eux ouais, merci à tout le monde d'avoir écouté. Et puis moi, je vois pas j'ai pas une très bonne vue, donc j'ai pas réussi à lire les commentaires pendant qu'on discutait, mais je les lirai tranquillement. Là, il y a un commentaire, le résultat de la chanson est magnifique. C'était à vous seul de la composer. Merci d'avoir pris la parole. Enfin voilà, vraiment des commentaires très très encourageants et remplis de gratitude. Encore une fois, le live est disponible en replay, bien entendu, sur le compte Agapa et également sur YouTube demain, probablement. Voilà. Demain, ce sera le live de demain sera à 13h30 sur le retour au travail, justement. Donc, c'était intéressant aussi que vous en parliez tous les deux ce soir. Donc, c'est Sophie Plumer et Malika Azaïez qui échangeront toutes les deux sur comment préparer son retravail. Donc, c'est à 13h30 sur le compte Agapa. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et encore merci. Merci. Très bonne soirée à tous les gens qui ont regardé le live aussi. Portez-vous bien, à bientôt.